Bonjour et bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui, à ma gauche, Rémi Lebailly, le rédacteur en chef d'Investir. Bonjour Rémi. Bonjour Falco, bonjour Laurent et bonjour à tous. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc aujourd'hui, on a une émission plein de sujets super intéressants. En fait, on commence avec des montagnes russes plutôt américaines. On va parler du Facebook, de la Fed, Trump, de la guerre commerciale. On va faire un focus sur les GAFAM et on va analyser ensemble avec Laurent le CAC 40, Dow Jones, Société Générale, Facebook et Intel. Et on commence tout de suite avec notre première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Alors Rémi, c'est quoi cette histoire avec les montagnes russes qui sont plutôt américaines en fait? J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Non. Alors les montagnes russes, c'est une expression française bien connue avec de forts mouvements. Encore quelque chose pour moi. Les fameuses, oui, je ne sais pas comment on appelle ça autrement, mais c'est ce qu'il y a dans les parcs d'attractions, les montagnes russes. Voilà, donc c'est pour décrire le fait que le marché a connu beaucoup de hauts et de bas au cours de la semaine. Simplement, l'origine de ces hauts et bas est plutôt à chercher du côté des États-Unis, d'où l'expression montagne américaine. Qui en soi ne veut rien dire. Alors donc, tout cela a donné une semaine qui a été de fortes baisses pour le CAC 40, puisque le CAC 40 a reperdu 3%. Et dans ce sillage, il est revenu quasiment tester les plus bas qui avaient été atteints après la forte baisse du début du mois de février. Et à partir de là, il est quand même un petit peu reparti, alors pas lundi, mais ce matin, il repartait dans le sillage des marchés américains. Donc tout ça est toujours dans cet environnement de forte volatilité sur les marchés, alors en grande partie à cause des États-Unis, on va en parler dans quelques minutes, mais aussi parce qu'il y a des facteurs en Europe qui ont été un petit peu contradictoires, voire décevants sur certains indices économiques. On l'a vu en milieu de semaine dernière, l'IFO en Allemagne a été décevant, a été inférieur à ce qu'on attendait, et pour les analystes, ça pourrait être les premiers effets des déclarations de Donald Trump sur une guerre commerciale avec l'Europe. Guerre commerciale qui n'a pas vraiment lieu puisqu'il est revenu en arrière, mais tout ça fait que le climat est un petit peu moins confiant de ce côté-là. Et puis, on a pu s'étonner aussi hier de la baisse des marchés européens et en particulier du CAC 40, alors que Wall Street avait ouvert en hausse. Et là, c'est un autre effet européen, c'est le fait que l'euro a fortement remonté face au dollar. Et on sait que, en général, ça n'est pas apprécié puisque ça pèse sur les bénéfices des sociétés européennes qui sont souvent très internationales et qui, quand elles traduisent dans leur compte des bénéfices en dollars, on traduise moins. Voilà l'explication. Mais bon, le marché semble un petit peu repartir. Alors, est-ce que ça va durer? Peut-être que Laurent va nous donner des éléments là-dessus, des éléments techniques, parce que je crois qu'on est allé tester plusieurs seuils. Absolument. Exactement, Laurent. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la CAC 40? Eh bien écoutez, sur le CAC 40, on a un indice parisien qui a donc baissé tout au long de la semaine et qui est revenu, vous le voyez, sur cette zone de support importante entre 5025 et 5080. La baisse a été rapide, violente, et puis on a vu hier avec le rebond donc très significatif des marchés américains que le CAC est en phase de rebond ce matin. Également. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Surtout qu'il y a énormément de confusion actuellement sur le marché. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que le consensus haussier qui prédominait en fin d'année dernière est bel et bien terminé. Alors, on a un marché qui ne sait plus vraiment comment appréhender les nouvelles. Il passe de la détresse la plus totale la semaine dernière, avec un VIX, je le rappelle, qui a pris environ 60% sur la semaine, à une phase d'euphorie hier soir, avec des indices américains, technologiques, etc., qui ont rebondi vraiment de fort belle manière, avec un CAC donc, qui leur emboîte le pas ce matin. Alors, il y avait effectivement une zone qui a été testée. C'était une zone que nous avions fixée la semaine dernière comme une zone de prise de profit puisque nous étions short. Et maintenant, on voit qu'on repart à la hausse. Alors, je vais quand même rester très méfiant vis-à-vis de ce marché. Et je vais vous donner un petit peu ma lecture sur les 72 prochaines heures. Alors, vous pouvez être étonné d'une vision si court-termiste, mais ça va tellement vite en ce moment que je comprends à peu près ce que peut faire le marché pendant les prochains jours, mais au-delà, ça paraît quand même très compliqué. Alors,
On a une première cible technique sur un rebond à 5180 points. C'est un petit peu au-dessus de cette clôture à 5170 qui avait été une zone de support avant d'être enfoncée avec cette oblique haussière. C'est une zone également de retracement de Fibo à 50% de toute la baisse précédente. Autrement dit, premier objectif dans le rebond 5180. S'il y a un appétit acheteur qui se confirme, autrement dit, toute la frayeur que les investisseurs ont eue par rapport à cette pseudo-guerre commerciale qui finalement n'en est pas une, puisqu'on se rend compte que finalement Trump, en habile négociateur, aboie plus qu'il ne mord. Donc des Chinois qui reviennent à la table de négociation et des investisseurs qui tout d'un coup sont soulagés. Et ça pourrait donc prolonger le rebond au-dessus de 5180. Si c'est le cas, il y a une autre grosse zone de prise de profit à 5220. C'est très difficile d'aller au-delà de cette petite projection de court terme parce qu'on voit très bien qu'il suffit qu'il y ait de nouveau une mauvaise nouvelle qui arrive sur le marché et on va repartir à la baisse. Donc, comme la semaine dernière et comme la semaine précédente, toujours des petites tailles de position. On est malgré tout maintenant acheteur parce qu'on a testé une zone importante et qu'on voit bien avec l'ouverture du gap haussier ce matin que ça repart à la hausse. 5180, 5220, on va essayer d'accompagner ce rebond s'il a bien lieu. Et pour cela, Falco, eh bien, nous avons choisi un turbo call et son code est le 92 DGB. Merci beaucoup Laurent pour ton analyse. Donc sur un turbo call, c'est le CAC 40 92 DGB. Avant que je vais présenter à vous ce produit, je vous rappelle cette phrase classique que vous connaissez tous, que le produit présente un risque de perte en capital et en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, allez sur notre site produitsbourse.bnpparibas.fr. On a mis à votre disposition des vidéos et des brochures pour apprendre tout sur nos produits avant d'investir votre argent. Donc voilà, donc c'est un turbo call sur le CAC 40 92 DJB qui a ce matin un effet de levier de 23, son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice et aussi sa barrière des actifs vente 4925 points. Tout ça pour un prix de vente de 1,56 € avec un CAC 40 à 5125,10 points. Voilà, avec ce turbo sur le CAC 40, on retourne dans le bilan de la semaine. Et Rémi, alors, qu'est-ce qui se passe après les montagnes russes? Qu'est-ce qu'il y a après? Oui, on va parler des États-Unis. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Laurent l'a évoqué. Il y a eu effectivement la guerre commerciale contre la Chine qui a été l'accélérateur de la baisse jeudi. Bon, alors effectivement, c'est plus des escarmouches qu'une guerre. C'est plutôt une provocation pour négocier. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Hein. C'est vrai que le commerce est très déséquilibré entre les États-Unis et la Chine, et que les barrières tarifaires sont bien plus fortes en Chine qu'aux États-Unis. Donc il y a une certaine logique aussi dans l'attitude de M. Trump qui ne fait pas dans la dentelle, qui emploie la manière forte pour ensuite négocier. C'est ce dont on est sans doute en train de se rendre compte maintenant. Mais il y avait eu d'autres événements avant au cours de la semaine. Hein. Il y avait eu la dégringolade de Facebook qui avait fait baisser le Nasdaq avant que les déclarations de Trump n'enfoncent le clou. Il y a eu aussi la réunion de la Fed avec, c'était la première réunion avec M. Powell à la tête de la Banque centrale américaine. Il a plutôt bien géré les choses, même si on a l'impression que sur le long terme, il y aura sans doute un peu plus de hausse de taux que prévu, mais il a rassuré sur l'échéance 2018, et ça, les investisseurs ont été plutôt satisfaits de ce côté-là. Donc, ça rejoint ce que disait Laurent, on est un petit peu dans une situation de confusion. Il y a des informations contradictoires très rapidement qui vont qui tirent le marché un petit peu dans tous les sens. Le résultat quand même, c'est qu'au total, on en avait aussi parlé il y a quelques semaines, le Nasdaq qui avait atteint son plus haut historique au début du mois. Là, il a quand même bien baissé. Hein, il a perdu 6,5% en 5 jours, même si il s'est quand même bien repris hier. Et si on regarde les évolutions des indices américains depuis le début de l'année, on a toujours un Nasdaq qui est clairement en tête. Hein. Il est en hausse de 4,5% depuis le début de l'année, alors que le Dow Jones et le S&P 500 sont, comme les marchés européens, en léger recul depuis le début de l'année. Merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder aussi avec Laurent les marchés américains avec le Dow Jones en fait. Oui Falco. Ouais. Alors le Dow Jones cette semaine, puisqu'on n'en parle pas souvent, j'ai souvent préféré le Nasdaq, logique, puisque c'était le plus fort. C'était plutôt celui qu'on avait envie de payer. Et puis ce matin je vous montre le Dow Jones parce qu'il est quand même lui aussi, à l'instar du CAC 40, revenu sur un gros niveau de support. Vous le voyez ici. Alors je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir ce dont il s'agit. Vous voyez, c'est toute cette zone
entre 2400 points, 23 200 points et 23 600 points. C'est toute cette zone qui avait débuté donc à l'automne dernier. On est venu une première fois donc sur ce niveau. Il y a eu un rebond. On est revenu ces derniers jours retester cette zone avec cette moyenne mobile à 200 périodes qui sert de soutien, et on voit la séance d'hier tout à fait étonnante avec un indice Dow Jones, je crois de mémoire, qui a pris 680 points. C'est la deuxième ou troisième plus grosse séance haussière. Bon, enfin bref, des marchés qui sont complètement, qui passent, comme je le disais tout à l'heure, de l'euphorie à la panique. Alors apparemment, on essaye de se mettre à jour tant bien que mal, hein, on essaye de suivre, donc on va être euphorique nous aussi, puisque le marché apparemment a envie de payer. Donc on va là aussi s'inscrire dans ce rebond en espérant qu'il tienne, avec là aussi un objectif tout à fait minime. Donc c'est une euphorie prudente quand même. Oui, alors quand je parle d'euphorie, bien évidemment, je grossis le trait parce que justement dans ce contexte, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de conviction, donc pas du tout d'euphorie en ce qui nous concerne, plutôt de la technique à l'état pur, avec un objectif tout aussi technique sur cette zone de congestion à 24 650 points. Si effectivement on avait d'ici aujourd'hui, demain et vendredi, vendredi c'est fermé, c'est férié. Donc aujourd'hui, demain et jeudi, donc un suivi, un follow-through de la progression, ça pourrait nous amener sur 24 650. Peut-être qu'on va y arriver dans les 72 prochaines heures, donc peut-être que ce serait tout à fait raisonnable et bienvenu de prendre ses profits si effectivement le rebond se matérialise. Après, effectivement, si on voit qu'il y a plus d'appétit, il y a un deuxième objectif à 25 300. En tout état de cause, il faut que cette zone de support tienne, il faut que cette moyenne mobile à 200 périodes soit effectivement un catalyseur pour revenir à l'achat si on rebaissait un petit peu, d'où ce stop à 23 000 points qui invaliderait complètement cette structure, vous voyez, de double test à 23 400 pour un rebond éventuel à venir pour les prochains jours. Petit rebond, je le répète, avec, vous l'avez compris, une petite taille, parce qu'en ce moment, il faut être prudent. Alors Falco, un VAR en call pour accompagner donc ce rebond technique, et son code c'est le O2 AJB. Merci. O2 ou 0 02. Excusez-moi. 02 AJB. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup Laurent. Donc sur un VAR en call 02 AJB sur le Dow Jones, qui a ce matin un effet de levier de 20,22 sur une échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 25 500 points. Et tout ça pour un prix de vente de 29 centimes avec un Dow Jones à 24 202,60. Voilà, et on continue maintenant avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Rémi, quels sont les tops de cette semaine ? Alors des petits tops, puisque le marché a baissé, les tops ne sont pas extraordinaires, mais on en trouve quand même. Le plus beau, c'est Hermès. Ouais. Hermès, qui est une société qui tous les ans surprend par ses résultats, et une fois de plus, les résultats 2017 ont été excellents et la bourse les a salués par une belle hausse de 3,2%. Donc c'est notre top de la semaine. Vient ensuite EDF. Alors EDF, là, c'est pas vraiment les résultats qui sont extraordinaires. Chez EDF, ça a longtemps été une des vedettes de nos flops, mais depuis quelques temps, effectivement, EDF pointe dans les tops. Là, le titre gagne 10% depuis le début de l'année. On s'en est pas forcément rendu compte. Il y a différentes nouvelles plutôt favorables, notamment un projet de centrale en Inde. Alors, il faut toujours attendre, parce qu'il y a souvent des projets qui sont annoncés puis ça tarde à se concrétiser. Donc, ce sera un partenariat avec une société indienne. Et si on arrive au bout, il y aurait la construction de 6 réacteurs EPR qui en ferait le plus grand site atomique du monde. À suivre, mais on a l'impression qu'EDF est revenu dans une tendance, en tout cas nettement moins négative que par le passé. Et puis le troisième top, tout petit top, mais c'est une information importante à signaler.
c'est Ubisoft qui progresse légèrement alors que Vivendi a vendu sa participation. On se souvient qu'il y avait une bataille entre les frères Guillemot qui sont à la tête d'Ubisoft et Vivendi qui était entré par effraction dans le capital et qui voulait prendre le contrôle de la société. Mais la famille a résisté, a bien résisté, ce qui fait que finalement Vivendi a renoncé à son offre, a revendu ses titres, les a replacés notamment auprès du chinois Tencent. Et ça, c'est visiblement ce qui a plu au marché parce que ça ouvre les portes du marché chinois à Ubisoft. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et un reclassement qui s'est bien fait. Merci beaucoup Rémi. Et les flops, ils sont lesquels en fait cette semaine? Alors les flops, ils sont de plus grande ampleur, il y en a plus, il y a plus de choix. Le plus gros flop c'est Wendel. Wendel, une société holding. Et là, il y a un nouveau président qui est arrivé et qui a adressé un message très très prudent aux investisseurs. Après la publication de résultats un peu décevants, mais c'est surtout le futur qui a inquiété les investisseurs. Et le titre a sévèrement décroché. Deuxième flop, Publicis. Alors là, c'est un petit peu plus étonnant. Le nouveau patron, Arthur Sadoun, a présenté un plan stratégique assez ambitieux qui visiblement n'a pas convaincu les investisseurs. C'est un petit peu le problème du secteur de la publicité, des agences de publicité qui sont très fortement concurrencées par les GAFA, on va en parler dans quelques temps. Et là, ils ont du mal à convaincre. Si leurs prévisions sont justifiées, Publicis n'est vraiment pas cher, hein, c'est très décoté, mais reste à savoir si le plan n'est pas en fait inaccessible compte tenu de cette concurrence des GAFA. Et puis le troisième flop, c'est Société Générale. On a fait une petite coquille à l'écran, on prie de nous en excuser. C'est Société Générale, mais ça aurait pu être tout le secteur financier, hein. J'aurais pu mettre AXA, je suis désolé. Hein. j'aurais pu mettre BNP. En fait, le secteur bancaire que beaucoup d'analystes, de stratégistes et y compris Investir conseillent depuis plusieurs mois dans la perspective d'une remontée des taux, eh bien cette remontée des taux, on en a parlé, on avait frôlé aux États-Unis les 3% sur les taux à 10 ans et puis ces taux ont rebaissé et on a l'impression que les taux ne veulent pas monter et ça c'est négatif pour tout le secteur financier, en particulier pour les bancaires. Merci beaucoup Rémi, et encore excusez-moi pour Société Générale, c'était moi qui n'ai pas bien écrit ce titre-là. C'était pas ma volonté. Donc Laurent, voilà, voulez-nous analyser en fait Société Générale aujourd'hui? Oui, Falco. Alors Société Générale, qui vous le voyez à l'écran, est dans une tendance qui est plate, avec une zone de support et de résistance très bien délimitée. Et vous le voyez depuis le début du mois de mars, ou plutôt mi-février, nous sommes en présence d'un titre qui se déprécie, qui après être allé chercher la zone de résistance et la moyenne mobile à 200 périodes, et dans l'incapacité de franchir cet obstacle, eh bien, a reflué pour aller tester du coup la zone de support que je vais zoomer pour vous montrer effectivement ce qui s'est passé autour de 43 €. Vous voyez qu'il y a eu un premier rebond, on est revenu hier sur cette zone et puis ce matin, à l'instar encore une fois de ce qui s'est passé sur le CAC 40 et sur les bancaires aux États-Unis hier qui ont fortement progressé, eh bien on a la Société Générale qui elle aussi a ouvert un petit gap haussier ce matin et qui semble, elle aussi, bien disposée à continuer son rebond. Alors là aussi, c'est des objectifs réduits que nous proposons cette semaine. La première grosse zone de résistance, je ne l'ai pas indiquée, mais elle est ici, à 45 €. J'ai envie de dire c'est le minimum syndical sur le rebond pour aller rejoindre donc cette zone. Et puis après, on a des résistances quasiment tous les 50 centimes. On a une deuxième zone ici à 45,50, une troisième zone à 46 et puis la grosse zone à partir de 46,50. Donc on va bien regarder comment les bancaires se comportent. Ce qu'on peut à peu près affirmer aujourd'hui, c'est que si les marchés continuent de bien se comporter, on devrait aller sur cette zone à 45 €. Après, il faudra faire une réévaluation de toute la situation pour savoir s'il y a eu effectivement une amélioration de la psychologie partagée par l'ensemble des investisseurs et qu'en fait c'était des frayeurs qui n'ont plus lieu d'être, ou si au contraire, et c'est surtout pas un scénario qu'il faut exclure, on va rester dans cette indécision avec ce manque total de conviction
des opérateurs qui expliquent qu'ils achètent en masse et puis ils se remettent à vendre de manière tout aussi importante. Donc le stop en tout cas qui invalide ce scénario de très court terme et qui est haussier, eh bien c'est à 42,50. Vous le voyez donc sous cette zone de support et sous cette mèche. Et puis je le répète, premier objectif c'est 45 € et puis après il faudra essayer de surveiller sa position au jour le jour en regardant le comportement des bougies. Voilà donc acheteur sur Société Générale et donc pour mettre en œuvre ce scénario donc de hausse, eh bien nous avons choisi un Varan, un call et c'est le 85 AEB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur Société Générale choisi par Laurent, un Varan Call 85 AEB qui a un effet de levier de 12,87, une échéance de 15 juin 2018. Un prix d'exercice à 46 €, tout ça pour un prix de vente de 14 centimes avec Société Générale à 44,025. Et on continue avec quelque chose de très sympa. On va annoncer le gagnant de notre jeu d'investisseurs de la semaine. Oui, Rémi est déjà... je suis impatient. Impatient. Moi aussi, Laurent aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette jolie tasse? Il faut juste participer tous les mardis matin, ou toute la mardi en fait, à notre jeu d'investisseurs. Il y a un petit lien sur notre site d'internet. Vous pouvez trouver tous les détails et il faut choisir un produit. Il faut absolument mettre le code mnémonique ou le leasing de produit et pas du sous-jacent dans le formulaire qu'il a mis en place pour vous. Et comme ça, vous pouvez participer au jeu et gagner cette jolie tasse. On va choisir celui-là qui a fait la meilleure performance avec son produit cette semaine. Donc, c'était quoi le choix? Et le gagnant de cette semaine, c'est Laurent qui va l'honneur de nous l'annoncer, ça, comme chaque semaine. Alors, je suis doublement heureux, Falco. Oui, d'abord parce que notre gagnant de la semaine, c'est un récidiviste. Ah, il avait déjà gagné notre concours à la fin du mois de janvier. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que nous avons des téléspectateurs qui sont de fins traders et quand vous gagnez plusieurs fois, ça montre simplement que vous avez une méthode et donc ça fait plaisir. Alors c'est donc Michel qui habite Rouen. Alors le deuxième motif de satisfaction, c'est que Michel, quelque part, il a suivi notre lecture de la semaine dernière. On était baissier sur le CAC 40 la semaine dernière, on avait expliqué pourquoi et effectivement on est reparti donc très très vite à la baisse. Rémi a commenté l'actualité, donc le Varan choisi par Michel, c'est très fortement apprécié, puisqu'on parle de 215% d'appréciation sur le produit. Très belle exécution. Alors pourquoi une très belle exécution? Eh bien parce que regardez, Michel en fait est rentré sur cette bougie verte, c'est-à-dire qu'il y a eu cette bougie rouge qui montrait que le marché vendait et il a attendu de voir cette respiration et le CAC revenir sur 5250 et c'est là qu'il a acheté son put magnifique. Très très belle mise en œuvre donc d'une idée baissière et donc un gain qui est à l'unisson avec cette très belle exécution. Chapeau bas Michel et surtout on espère vous revoir bientôt pour une nouvelle tasse que vous allez gagner avec notre jeu. Exactement, donc ça c'est la deuxième tasse pour Michel qui habite à Sotteville-les-Rouen. Je ne sais pas si c'est près de Rouen en fait ou pas. C'est la banlieue de Rouen. Ouais. Ah c'est intéressant en fait. D'accord, ok, Sotteville-les-Rouen, je connaissais Rouen mais pas encore Sotteville. Mais non, je le sais. Merci beaucoup Michel pour ça aussi. Et on va continuer tout de suite avec le Focus, notre prochaine rubrique. Alors Rémi l'avait dit, on va parler de notre Focus de nos GAFAM et voilà. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a remis dans les GAFAM cette semaine? Il y avait Facebook, non? C'était ça? Voilà, le point de départ, c'est Facebook, la crise de confiance pour Facebook. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée. C'est l'affaire Cambridge Analytica, c'est la campagne pour les présidentielles américaines et les fake news diffusées contre Hillary Clinton, sans doute à l'instigation de la Russie. Il y a toute une enquête là-dessus, mais le point de départ, c'est que cette société Cambridge Analytica a récupéré des données provenant de Facebook et l'origine c'était un chercheur qui avait proposé des tests de personnalité. 300 000 personnes avaient répondu, mais comme à l'époque les amis des personnes pouvaient être récoltés, on estime qu'il y a 30 millions à 50 millions de profils qui ont été récupérés comme ça et exploités visiblement pendant la campagne électorale. Donc
Ce point de départ remet en cause la fiabilité et la confiance que l'on peut avoir dans les informations que l'on livre sur Facebook et que Facebook exploite ensuite. Donc c'est pour ça que la bourse a sanctionné aussi sévèrement le titre. Il a perdu près de 10% en 2 jours. Alors si on l'exprime en capitalisation boursière, c'est assez impressionnant. C'est près de 50 milliards de dollars. Et le titre d'ailleurs ne s'est pas beaucoup repris depuis. Quand on regarde même la séance d'hier, Facebook a fait quasiment du surplace, quand les autres GAFAM ont fortement monté. C'est Microsoft qui a enregistré le plus gros gain, plus de 7% de hausse, mais Apple a gagné près de 5%. Et vraiment, Facebook est un petit peu en retard. Alors, Mark Zuckerberg a essayé de corriger le tir, de montrer qu'on allait modifier les choses, mais il y a quand même, on a quand même le sentiment que ça pourrait peser sur les publicités ciblées qui sont à la base de la rentabilité et du principe même de financement de la société. Donc il y a un vrai point d'interrogation, même si Facebook a une position dominante, donc on pense qu'ils vont retomber sur leurs pieds, mais ce sera peut-être un peu moins facile. Merci beaucoup Rémi. On va notamment regarder avec Laurent Facebook en fait. Oui, on va regarder ensemble l'action, puisqu'il y a eu effectivement un parcours ces derniers jours assez mouvementé. Et donc un titre qui est revenu sur une zone de support à 148 $. Regardez, c'est cette zone en zoomant qui avait déjà été testée l'été dernier. Et donc on a la formation d'une immense bougie en forme de marteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le titre a baissé pendant toute la séance et puis il y a eu à un moment une espèce de prise de conscience ou en tout cas de débouclage de positions short, c'est-à-dire des achats qui font que le marché est remonté et vous le voyez, le cours de clôture est très proche du cours d'ouverture et on a donc cette grande mèche. Alors ça typiquement ce sont des configurations qui signalent la mise en place d'une zone de support qui va vraisemblablement être retravaillée. Ça m'étonnerait que Facebook reparte maintenant directement à la hausse. En revanche, on voit bien que cette zone à 148 avait été détectée par les opérateurs. On voit également que le marché s'est arrêté un petit peu avant, donc ça veut dire qu'il y avait des ordres encarnés un petit peu avant parce que les opérateurs avaient peur de rater le train et donc il y avait des ordres qui traînaient encarnés au cas où on retournerait sur 148. Eh bien, il y avait des gérants qui étaient déjà positionnés. Donc maintenant, tout reste à faire. Bottom line, on est sur un actif très spéculatif, donc on va proposer un achat, mais vous comprenez bien que l'histoire de Facebook n'est pas du tout terminée. On a la FTC aux États-Unis qui est une commission qui surveille et défend les consommateurs et qui commence à s'en mêler. J'ai lu tout à l'heure qu'il y avait une class action par des actionnaires qui étaient très mécontents d'apprendre par les nouvelles le comportement donc de la société. Bref, Facebook n'est pas tiré d'affaire. Mark Zuckerberg affronte en tant que chef d'entreprise sa première vraie crise et on va surtout voir maintenant comment les investisseurs apprécient la gouvernance de la société et donc nous proposons un achat. Pas sur les prix actuels. On va essayer d'être un petit peu dur avec la société parce qu'elle nous a quand même fait quelques frayeurs. Donc si on revenait autour de 153, 154 $, c'est-à-dire près du stop, eh bien on pourrait commencer à envisager l'ouverture d'une position longue. Il faut surtout avoir en tête que le niveau d'invalidation, il est sous cette zone de support à 148 $. Et puis alors après, si effectivement il y avait un retour de l'embellie sur les marchés et qu'on assistait à une hausse, alors Facebook pourrait également participer avec un objectif, somme toute, là aussi assez modeste, puisqu'on ne parle pas du tout d'un retour sur les précédents sommets, mais simplement sur cette grosse zone de support qui devient une zone de résistance à quelques encablures de la moyenne mobile à 200 périodes, autour donc de 172 $. Donc on suggère peut-être de se porter acquéreur autour de 153, 156 $, stop sous 148 et on vise 172. Et pour ce faire, Falco, nous avons choisi un Varan Call et son code c'est le 64BZB. Merci beaucoup Laurent. Donc ce Facebook un Varan Call 64BZB qui a un effet de levier de 9,01, son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 180 $, tout ça pour un prix de vente de 42 centimes ce matin pour Facebook à 160,628 $.
Voilà, et c'était déjà en fait, non, c'était pas encore tout en fait, on va continuer avec le focus On continue avec le focus, oui, c'est un focus en 2 temps, on a parlé de Facebook, mais globalement ça peut amener à s'interroger sur les GAFAM dans leur ensemble. Alors j'ai bien pris soin d'ajouter le M de GAFAM, c'est-à-dire Microsoft, parce qu'il y a eu un précédent, c'était Microsoft au tournant des années 90-2000, et Laurent a parlé de la FTC, c'était la FTC qui avait lancé une enquête sur Microsoft et sur son monopole, sa position monopolistique avec Windows. Et alors ça a duré un temps fou, ça a duré 13 ans de procédures judiciaires avec des menaces plus ou moins. Finalement, Microsoft s'en est plutôt bien sorti, mais tout de même ça montre que les autorités américaines et européennes d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres éléments qui figurent sur ce slide, prennent conscience du pouvoir de ces sociétés, les GAFA, et veulent peut-être quand même leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues et contrecarrer cette puissance. Donc l'enquête de la FTC sur Facebook sera à suivre. En Europe, il y a différents éléments. Il y a la volonté de l'Union européenne d'imposer les gens du secteur. On le sait qu'ils ne payent quasiment pas d'impôts en Europe. Donc l'idée serait de mettre une taxe sur le chiffre d'affaires. Alors c'est à suivre parce qu'il faut que tous les Européens parviennent à s'entendre. Par exemple, les Irlandais ne sont pas trop pour, puisque beaucoup de ces sociétés ont mis leur siège Europe en Irlande. Donc il y a aussi un règlement général sur la protection des données qui fait qu'il faudrait qu'il y ait un consentement explicite de l'utilisateur des réseaux sociaux à ce que ces données soient exploitées. Donc on voit que les choses deviennent sans doute plus compliquées pour ces sociétés. Et puis il y a un aspect plus boursier, c'est que les valorisations sont peut-être un peu tendues tout de même. J'ai lu une étude de Merrill Lynch, qui disait que les technologies américaines avaient une surprime de 11% sur l'ensemble des marchés et que c'était un plus haut depuis 2009. Donc voilà tout un sujet d'interrogation, toute une série d'interrogations sur les GAFAM. Alors ça ne veut pas dire que ces valeurs vont chuter fortement, mais ça veut dire que après le splendide parcours, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, l'indice Nasdaq a gagné à peu près 25% depuis la mi-avril 2017. On commence quand même à s'interroger et ça rentre à nouveau dans ces informations contradictoires, ces interrogations, ces mouvements de stop and go qu'on a sur le marché. D'accord, merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder ensemble avec Laurent Intel cette fois-ci. Oui, alors c'est pas une GAFA, mais c'est une techno. Et alors moi, ce qui m'a interpellé sur le slide de Rémi, c'est la dernière phrase, une valorisation tendue, parce que c'est finalement ce qu'on lit partout, c'est que les technologies sont chères. Alors j'ai fait un petit travail de recherche fondamentale, pas très compliqué, une fois n'est pas coutume, et j'ai cherché donc une valeur qui avait à la fois un beau parcours technique et un PER pas trop élevé, et j'ai trouvé Intel qui se négocie à peu près à 15, alors que le PER du secteur technologique du S&P est à peu près à 18. Donc je me dis celle-là elle est pas très chère, et puis alors surtout derrière on a un chart que j'adore, un chart magnifique on a trouvé une valeur sur laquelle Laurent est euphorique. Oui, absolument. Alors écoutez, si je suis euphorique sur Intel, peut-être qu'il faut se méfier, parce que quand c'est trop beau, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, je sais pas. En tout cas, techniquement, c'est très très beau, puisque vous le voyez, le titre a consolidé pendant tous les mois d'hiver, et puis voilà, avec l'arrivée du printemps, on voit que la résistance devient support, et puis que hier, on a Intel qui s'est envolé et qui va vraisemblablement aller rejoindre son prochain objectif à 56 $. Alors, plus sérieusement, ce qui m'a beaucoup plu sur le chart, c'est le stop très clair et très net, très proche sur Intel. Regardez, puisqu'on est dans un mouvement ascendant de très court terme, petit pullback, et on voit avec la bougie de vendredi que le marché s'est arrêté net à 49,37 $, et qu'il a rebondi depuis. Donc ça veut dire que normalement, si cette séquence directionnelle est toujours d'actualité, eh bien on devrait au moins stagner avant de continuer à progresser. Mais en
tout cas ne pas retourner sous ce niveau à 49,37 $, raison pour laquelle j'ai trouvé que c'était pas mal cette semaine de parler d'Intel, d'abord parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, et puis deuxièmement parce qu'il y a cette espèce de combinaison qui est toujours fort appréciable. Quand le fondamental et le technique se rejoignent, et bien ça augmente les chances de succès. Donc on verra la semaine prochaine si j'ai raison ou pas, et si effectivement il y a une progression sur le titre. En tout cas, cette semaine, c'est donc un Varan Call qu'on recommande sur Intel, et c'est le 73 BVB. Merci beaucoup Laurent. Donc un Varan Call sur Intel, c'est le 73 BVB qui a un effet levier de 8,63. Son échéance aussi le 15 juin 2018. Son prix d'exercice 55 $, pour tout ça pour 1,06 € et Intel à 52,85. Et on continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer. Alors Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors la semaine n'est pas extraordinaire au niveau information macroéconomique. On va commencer par le bas, par le monde. La principale nouvelle de la semaine, c'est que les marchés seront fermés vendredi pour le long week-end de Pâques. C'est une vieille tradition. Alors aux États-Unis, je crois qu'ils rouvriront le lundi de Pâques, mais en Europe, dans beaucoup de pays, ils seront également fermés le lundi de Pâques. Donc c'est en Europe la plus grande période de fermeture des marchés, 4 jours consécutifs. Donc il faut le noter, c'est toujours cette fameuse trêve du week-end pascal. Bon, si on remonte quand même dans ce tableau avec les États-Unis, il y a quand même différentes choses. Aux États-Unis, il y a toujours des statistiques. Les amateurs de stats sont contents aux États-Unis. Il y a la troisième estimation du PIB du 4e trimestre, ce sera demain à 14h30. Et puis, on a beaucoup parlé de confiance, et donc il y a 2 indicateurs de confiance à suivre cette semaine. Il y a l'indice de confiance du Conference Board, alors c'est à 16h aujourd'hui. Et puis, jeudi, il y aura celui de l'Université du Michigan, les deux pour le mois de mars. À suivre également, puisqu'il y a la guerre commerciale, et bien c'est le déficit commercial américain du mois de février qui sera publié demain à 14h30. Dans la zone euro, on peut se concentrer sur l'inflation. L'inflation, on en parlait beaucoup ces derniers temps, c'est un sujet clé. Est-ce qu'elle repart, est-ce qu'elle ne repart pas? On navigue un peu de l'un à l'autre, et on aura les chiffres en Allemagne et en France. Ce sera jeudi en Allemagne et vendredi en France. Voilà pour l'essentiel pour l'économie. Et pour les valeurs, c'est encore plus maigre. Je vous ai rempli quand même quelque chose pour vous faire plaisir, mais il y a différentes sociétés de taille moyenne qui ne sont pas inintéressantes, mais qui publient leurs résultats 2017 demain. C'est le cas de Groupe Crit, d'Orpea et de Gerbet. Et puis à l'international, je n'ai trouvé qu'une société, c'est H&M, qui publie ses résultats également. Donc vraiment une semaine très très calme du côté des publications d'entreprises. Il faudra attendre le début du mois, sans doute pas la semaine prochaine, mais la semaine encore après, pour avoir les premières publications américaines de résultats trimestriels. Merci beaucoup Rémi pour cette à ne pas manquer. Moi je vais vous annoncer encore, vous avez peut-être déjà vu notre chaîne YouTube. Vous allez juste sur YouTube et tapez BNP Paribas Produits de Bourse dans la petite fenêtre de recherche et vous allez tomber sur cette chaîne où vous pouvez trouver tous les replays de notre émission, de nos émissions, parce qu'il y a aussi les revues techniques des marchés avec Laurent qui est là-dessus, aussi des vidéos de formation sur nos produits. Et si vous voulez, vous pouvez aussi abonner à cette chaîne, comme ça vous êtes averti à chaque fois qu'il y a un nouveau live ou un nouveau replay sur notre chaîne de YouTube. Donc rendez-vous sur notre chaîne de YouTube et voilà, et aussi d'autres rendez-vous pour la semaine prochaine et cette semaine. Évidemment, jeudi soir, on va se retrouver avec Laurent et vous pour faire une revue technique de marché de laquelle je parlais tout à l'heure déjà. Donc à 18h 29 mars avec Laurent. C'est ça, hein? Absolument. Parfait. Et mardi prochain, on se retrouve le 3 avril à midi pour notre prochaine émission 100% marché. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci surtout à Rémi et à Laurent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.